Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Comme chaque vendredi, nous vous proposons un retour sur l'actualité avec un journaliste du Finistère aujourd'hui. René Pérez, directeur des rédactions du journal Le Télégramme dans le Finistère, est avec nous. Tout de suite, l'actualité du jour. Les déchetteries du département sont-elles menacées de fermeture? L'importante fréquentation a amené l'État à changer la réglementation. Les collectivités locales doivent se mettre en conformité avant le 1er janvier 2013. Vu le calendrier serré et les coûts d'aménagement conséquents, les élus s'inquiètent. Julie Sicot. À la déchetterie du Spernote à Brest, il y a quelques travaux. On construit des murets anti-chute devant les bennes. C'est un des points de la nouvelle réglementation décidée par l'État en mars, des normes qui doivent être appliquées avant le 1er janvier 2013. Déjà, les murets anti-chute, on peut estimer sur les 5 déchetteries de BMO, ça représente à peu près 200 000 € d'investissement. Ça va concerner également la couverture de certains flux de déchets comme les huiles, comme les peintures, les pots de peinture vides. La mise en place de locaux ventilés, de locaux avec également des rétentions pour les déchets dangereux. Si les travaux avancent à Brest, ce n'est pas le cas dans les 66 déchetteries du Finistère. Elles ne seront pas toutes prêtes pour la fin de l'année. Un calendrier trop serré qui inquiète les collectivités locales et les organismes de gestion. Nous n'avons absolument pas le temps pour le 1er janvier d'être prêts, c'est impossible. Les services de l'État nous obligeront à fermer les déchetteries qui ne sont pas aux normes. Et il y en aura. Parce que certaines déchetteries sont très anciennes, obsolètes, et qu'il n'y a pas la possibilité technique de répondre à ces normes. Des fermetures qui pourraient toucher 52 des 66 déchetteries du département. Elles datent pour la plupart des années 90. À terme, les usagers pourraient avoir accès à moins de déchetteries, mais ils pourraient aussi voir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères flamber. Alors René Pérez, bonjour. Bonjour. Le Finistère est souvent étiqueté comme bon élève en matière de tri, mais c'est un peu le paradoxe, les déchetteries sont anciennes. Alors du coup, qu'est-ce qui peut arriver si ces déchetteries ferment comme annoncé? Je pense que ce serait le pompon qu'on ferme les déchetteries, quand même, parce qu'il ne faudrait pas qu'on revienne aux années 70, on trouvait des décharges dans tous les coins de bois, les charlots ont chanté des chansons sur le thème, mais ça me paraît quand même assez invraisemblable. Il faut mettre des normes, c'est tout à fait... je pense qu'il y a toujours de la stratégie de la part de l'État quand il veut faire appliquer quelque chose, il donne une date butoir, ce serait totalement invraisemblable. Bah oui, parce que le remède serait pire que le mal. C'est-à-dire si on dit on ferme les déchetteries, mais maintenant vous balancez soit dans la nature, soit dans vos ordures ménagères, c'est pas beaucoup mieux non plus, parce qu'il faut derrière traiter les... Je pense que c'est une stratégie de l'État pour les pousser et qu'on n'arrivera pas à cette extrémité. Ce serait vraiment une extrémité. Alors, le Finistère, en revanche, est beaucoup moins bon élève pour les déchets ultimes. Ça, c'est les déchets qu'on n'emmène pas dans les déchetteries, qu'on ne recycle pas. Et c'est plusieurs dizaines de camions chaque jour qui s'en vont hors du département. C'est même bien pire que ça, parce qu'effectivement, si on est plutôt bon élève sur le recyclable, sur les déchets inertes, je crois qu'on est quasiment le pire exemple en France, puisque chaque année, il y a 5000 camions qui quittent le Finistère pour aller dans un centre de stockage qui se trouve à côté de Laval, qui est géré par Séché Environnement. Le coût est faramineux. Donc entre transport et redevance de stockage, ça doit être 12-13 millions. Il faut qu'on arrête parce que c'est une véritable aberration. Donc la solution, c'est quoi aujourd'hui? Alors la solution d'enfouissement dans le Finistère? La solution dans le Finistère est plus compliquée qu'ailleurs parce qu'on a un habitat très dispersé. Donc il n'y a pas de zone déserte dans laquelle on peut faire arriver des camions stockés, etc. Mais on est obligé de trouver une solution. C'est pas possible. Ces 13 millions serait mieux, même si le coût n'est pas tout à fait celui-là, pour construire des crèches ou des maisons de retraite que de payer des camions à circuler sur la route de Bretagne. C'est une aberration. Et du côté de Laval, d'ailleurs, ça passe de plus en plus mal. On suivra ce dossier. On reste dans le domaine de l'environnement, mais avec un beau chèque pour 6 communes du département. Le syndicat départemental d'énergie et d'équipement, le SDEF, a récompensé aujourd'hui ces municipalités pour leurs efforts en matière d'économie d'énergie. Reportage Pauline Ferco. Les économies d'énergie, ça rapporte aux communes qui font des efforts. Ce vendredi matin, le SDEF, autrement dit le syndicat chargé de l'organisation de la distribution d'électricité dans le Finistère, a récompensé les communes de Plouarzel et de Ploumoguer. Ces deux bourgs ont entrepris des travaux concernant l'isolement, l'éclairage ou le chauffage de leurs lieux publics et ces investissements s'avèrent aujourd'hui très rentables. On s'est aperçu que depuis des années, qu'il y avait des bâtiments qui étaient vraiment énergivores, c'est-à-dire on dépensait beaucoup d'énergie pour chauffer, quoi. On a travaillé sur 3 bâtiments, la mairie, le complexe polyvalent
et la maison d'enfance. Aujourd'hui, on se réjouit des économies importantes qui ont été réalisées sur ces 3 bâtiments publics. Pour le SDEF, qui récompense en tout 6 communes dans le Finistère, ce n'est que le début du projet. Alors, en fait, si vous voulez, le gisement est énorme. Puisque quand on voit le nombre de bâtiments communaux qui existent et qui sont énergivores, je crois que le travail qui nous attend est important. Et par contre, effectivement, ça suppose une mobilisation de l'ensemble des partenaires. Ces chèques devraient motiver les élus à continuer les démarches d'économie d'énergie. Et le succès ne se compte pas seulement en euros, mais aussi en watts, puisque les villes qui ont investi ont réduit jusqu'à 30% de leurs dépenses énergétiques. Allez, environnement encore avec la grande manifestation prévue ce samedi à Notre-Dame-des-Landes entre Rennes et Nantes contre le projet de futur aéroport nantais. Le dossier mobilise jusqu'en Finistère. Certains militants s'étaient même invités ce jeudi à la mairie de Brest avec des banderoles. Plusieurs quarts de militants finistériens se rendent en Loire-Atlantique ce samedi. Alors René, le dossier de l'aéroport pose la question de la répartition en fait du trafic entre les aéroports bretons. Ouais. D'abord sur le projet lui-même, on est maintenant dans ce qu'on dit le coup est parti. Donc on voit mal les élus revenir faire marche arrière. On voit mal maintenant les écologistes faire marche arrière. On arrive visiblement à un casus belli entre le PS qui dépasse même le nucléaire, parce que visiblement en ce moment on parle plus de Notre-Dame-des-Landes que de... Donc on est devant une affaire qui tourne mal d'ailleurs en ce moment. On voit qu'il y a de la violence qui commence à se déchaîner. On est dans une affaire qui va durer des années entières. Il faut s'apprêter à avoir quelques coups durs. Ce que vous dites, on parle du Larzac, de Plogoff, on peut sortir toutes les grandes références historiques, mais tel qu'on est parti, on est parti effectivement sur un combiné de Larzac et de Plogoff. Derrière tout ça, il y a une question qui se pose et qui tout à l'heure on parlait de l'aberration des transports des ordures, mais on peut peut-être se poser la question de savoir est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire un grand aéroport à Nantes. Ils ont leurs raisons, on peut les comprendre, en déstabilisant tout le trafic aérien des autres aéroports, parce que à 80 km de Nantes, il y a un aéroport à Rennes qui est notoirement sous-équipé et sous-employé. Je crois que le trafic doit être autour de 400 000, c'est-à-dire presque 10 fois moins qu'à Nantes, alors qu'on est à 80 km. On a l'aéroport de Saint-Brieuc qui, lui, est vide, il n'y a plus de trafic. On a l'aéroport de Brest qui est aux environs d'1 million, qui peut monter facilement jusqu'à 2 millions. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse, comme on a fait par exemple dans le transport maritime, qu'on régule un peu le trafic et qu'on ne crée pas des entités de cette taille-là, dont on n'est pas sûr que sur le plan économique, ce ne soit pas une aberration, parce que derrière, il y a d'énormes investissements financiers. Notamment la LGV, entre Nantes, une voie grande vitesse. Mais on parle du coût de l'aéroport, c'est-à-dire autour de 500 millions, autour de 500 millions d'euros. Mais tel que c'est parti, à mon avis, on sera au milliard. Mais derrière, il y a aussi ce projet de LGV qui n'existait pas jusqu'à présent et qui a été lancé entre Rennes et Nantes, parce que le trafic ne le justifie pas actuellement, qui a été lancé uniquement parce qu'il y a la justification de l'aéroport. Donc si on fait le total de tout, on arrive quand même à des chiffres faramineux. Merci René. Dans le Vendée Globe, les dernières heures ont été marquées par un double abandon. Samantha Davis a dématé sur sa véole à 200 km de l'archipel de Madère. Après avoir passé une nuit enfermée dans la coque, la Britannique fait désormais route au moteur vers Madère. L'autre abandon, c'est Louis Burton sur Bureau-Vallée. Le skipper a rejoint le port de la Corogne en Espagne. Mais la course continue pour les 16 autres skippers. C'est Armel Lecléache sur Banque Populaire qui a pris la tête de la flotte devant François Gabard, sur Massif, et suivi de près par Bernard Stam sur Cheminée-Poujoula. Le Festival européen du film court, c'est jusqu'à dimanche à Brest. L'équipe du festival a programmé un programme éclectique pour un large public, à l'exemple de cette invitation Tous aux alpages, une série de 8 films courts de réalisateurs suisses. Un cinéma helvétique qui n'hésite pas à puiser son inspiration hors des frontières. Marcel Muller est responsable des programmes pour Swiss Film. La Suisse est un tellement petit pays que les gens ont très vite envie de sortir de la Suisse. Et donc on a beaucoup de films qui sont tournés à l'étranger ou qui traitent aussi de problématiques liées à l'étranger, à l'identité, puisque beaucoup de Suisses n'ont pas de parents suisses. C'est vraiment une mixité de nationalités. Et donc
par l'éducation, je pense, de leurs parents aussi et l'envie de découvrir l'autre côté de leur famille. Beaucoup de cinéastes partent à l'étranger. Donc, dans les programmes qu'on présente ici, il y a des films qui sont tournés en Argentine, en Allemagne, au Japon. Évidemment, à partir du moment où on travaille sur le concept de l'alpage, il fallait mettre quelques films où on voit un peu des montagnes. Alors là, il y en a un qui joue l'allusion de l'alpage pour faire croire à son père qu'il est dans les Alpes suisses, mais ça se passe au Maroc. Et donc il y a un décalage déjà comique, c'est une comédie. Puis là, c'est quand même un programme plutôt orienté jeune public. Donc je pense que ça fonctionne très bien, puis ça donne une image un peu de la Suisse. Voilà, tous aux alpages, c'est ce samedi à partir de 14h au Quartz à Brest et le festival européen du film court, c'est jusqu'à dimanche à Brest toujours. Merci de votre attention, merci René d'être venu commenter l'actualité de ce vendredi et on se retrouve lundi à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous et bon week-end.